Miguel Ángel Moratinos, vous avez occupé de nombreuses responsabilités dans le gouvernement espagnol il y a quelques années. Vous étiez ministre des Affaires étrangères, plusieurs responsabilités aussi au niveau européen. Aujourd'hui, vous êtes à la tête de l'Alliance des civilisations, mais en réalité, à quoi ça sert cette structure des Nations Unies? Vous savez, l'Alliance des civilisations avait été lancée en 2004-2005. J'étais ministre à l'époque, j'avais participé à la conceptualisation de cette initiative. C'était juste après les attentats terroristes que l'Espagne et Madrid avaient souffert, le mois de mars, 11 mars 2004, et on voyait la nécessité de créer une institution, une agence au niveau international, au niveau des Nations Unies, pour faciliter tous les outils pour une lutte contre le terrorisme. On constatait une dérive très négative de confrontation entre le monde occidental et le monde arabo-musulman, et il fallait arrêter cette tendance perverse qui menait les deux cultures, les deux civilisations, les deux, disons, communautés à se confronter d'une façon inexorable. Bon, cette initiative a été reprise par le secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan. Elle a fait une initiative des Nations Unies, mais une entité au sein des Nations Unies. Et maintenant, ce n'est pas seulement la lutte contre le terrorisme, c'est la création de toute une série d'initiatives qui permettent l'entente, le respect, l'acceptance mutuelle, la cohésion sociale, la possibilité d'éliminer ou de mitiguer la confrontation pour des raisons religieuses, culturelles, qui mènent malheureusement à des confrontations, à des crises, à des conflits très négatifs dans cette humanité. Avec la montée des intolérances, des antagonismes et surtout de la haine, du discours de la haine, est-ce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment que votre narratif est audible auprès des populations, des sociétés? Est-ce que vous avez en réalité les moyens de vos ambitions? Je crois qu'aujourd'hui, elle est plus nécessaire que jamais. Elle était déjà auparavant, on était conscient que cette situation de discrimination, de xénophobie, d'antisémitisme, d'islamophobie, de racisme, pour parler franchement, était présente dans les sociétés. Mais maintenant, à cause des différentes crises, et maintenant même, suite au Covid-19, on est en face de ces comportements, de cette conduite inacceptable. Et c'est pour cela qu'on a lancé plusieurs appels au sein des Nations Unies, mon institution, avec le conseiller spécial des Nations Unies pour la prévention du génocide, mon ami le Sénégalais Adam Ayane, pour éliminer cette tendance négative. Vous savez, pendant la crise du Covid-19, on a entendu un mot surgir d'une façon pratiquement unanime, solidarité. Et on assiste tous les jours, maintenant, j'espère après le déconfinement, on ne le verra pas si souvent, un applaudissement général. On veut être solidarité. Mais c'est une solidarité qu'après on ne pratique pas sur le terrain. On n'a pas pratiqué la solidarité quand le secrétaire général a demandé un cessez-le-feu. On ne pratique pas la solidarité pour garantir la chaîne de production et d'arrivage de masques ou de ventilateurs. On n'est pas solidaire avec les pays voisins. On n'est pas solidaire avec le continent africain qui souffre des éléments négatifs pour faire face à cette pandémie. C'est-à-dire que mon organisation, l'Alliance des civilisations, est prête à aider, à mettre en valeur, à dénoncer tous ces genres de conduite et d'actions qui mènent à une mauvaise entente entre nations et peuples.
Oui, mais aujourd'hui, comment sortir du discours de l'incantation? Parce que on le voit, le malaise s'approfondit, les incompréhensions, et très souvent dans cette espèce de choc des cultures, il y a aussi le choc des ignorances. Comment aujourd'hui être sur le bon tempo pour lutter contre tout ça? Bon, la question positive, la leçon positive, c'est que, comme dit le mantra, le slogan de mon organisation, une seule humanité, diverses cultures. Aujourd'hui, tout le monde a compris que la crise du coronavirus a été une crise dirigée, adressée à toute l'humanité. Pour la première fois dans l'histoire, que ce soit dans des enjeux géopolitiques, ou des enjeux financiers, ou des enjeux économiques. Cette fois, ça touchait à tout le monde. Et là, comme ça touchait à tout le monde, ça touchait à plusieurs cultures, à plusieurs représentants de religions différentes, c'est-à-dire on doit agir ensemble. C'est la seule façon de sortir de cette crise. Malheureusement, la réponse qu'on a donnée jusqu'à présent pour sortir de cette crise, c'est une réponse fragmentée, divisée, unilatérale. Elle n'a pas servi à souder une réponse globale. Et c'est dans cet enjeu, dans cette mission, que je me bats avec d'autres acteurs au sein des Nations Unies pour créer cette humanité qui va répondre d'une façon globale, engagée, solidaire en face de ces enjeux. Comment évaluez-vous aujourd'hui ce qui vient de nous arriver, c'est-à-dire ce choc de la pandémie qui bouleverse tout? Est-ce que avez-vous le sentiment réellement qu'on est dans un ébranlement du monde, c'est-à-dire que le monde va complètement être modifié avec ce qui vient de se passer et qu'on risque d'avoir des tensions encore plus fortes et plus meurtrières? On était déjà dans une réalité avant la crise du Covid-19. Tous ceux qui s'occupent, qu'on s'en occupe de relations internationales, on était conscient qu'on était dans une phase de transition. On sentait qu'on ne pouvait plus continuer dans cette organisation mondiale qui était réglée par des procédures, des protocoles du siècle précédent, du XXe siècle. On était tous conscients qu'il fallait changer, qu'il fallait réformer, que la situation avait changé. Alors, ce qui a mis absolument au clair et d'une façon brutale la crise du coronavirus, c'est qu'il a démontré d'une façon absolument claire qu'on ne peut plus continuer comme ça, que le monde a changé, que le monde qu'on trouve déjà aujourd'hui, même quand on parle entre nous, mais évidemment dans les semaines, les mois qui suivent, les années qui suivent, va être complètement différent. Personne ne peut imaginer un retour en arrière. Et malheureusement, les acteurs qui doivent prendre des décisions politiques à cette vision de futur, ils n'ont pas encore arrivé à se mettre d'accord, à faire une pause. Tout simplement, ils devraient faire une pause, mettre sur la table les enjeux qui sont multiples dans la complexité actuelle et essayer de partager la responsabilité pour conduire le monde à une nouvelle étape de son histoire. Vous êtes un homme d'expérience, vous savez ce que c'est la décision politique et le processus décisionnel. Mais vous voyez qu'on en est loin. C'est que comment aujourd'hui être dans l'opérationnel, dans le concret, pour transformer, c'est une menace terrible pour la planète, ce que nous vivons, parce que peut-être demain, et c'est déjà dans certains coins du monde, on est dans ce qu'on appelle la révolte des sociétés, des peuples, par la paupérisation, la famine, par le mal de vivre. Comme je vous disais, nous nous confrontons avec un monde global, un monde complexe et un monde incertain. Et dans ce monde complexe, on a été habitué à dire, bon, il y a seulement un acteur. Les acteurs qui doivent prendre des décisions, c'est les États-nations, c'est le gouvernement, et c'est vrai que c'est eux les responsables plus importants, les premiers responsables pour gérer, conduire le futur. Mais j'ai senti dans ma mission les dernières
mois et dernières années, et qui a une constitution, comme vous venez de signaler, de que la citoyenneté globale, que l'humanité en tant que telle est en train de se poser la question, mais qu'est-ce qu'ils font, ces États membres? Qu'est-ce qu'ils font, ces gouvernements? Nous, on a besoin de participer, c'est-à-dire que nous sommes en train d'apercevoir nouveaux acteurs qui vont se présenter dans l'architecture de gouvernance mondiale et qui vont, ça ne veut pas dire que les États membres et les États-nations vont disparaître, non, mais juste à côté d'eux, il y aura d'autres participations importantes, des gens, de citoyens qui vont se révolter, qui se révoltent et qui exigent un changement de cap. Et je crois qu'une association entre des acteurs nationaux qui sont conscients des enjeux et cette société civile, cette citoyenneté globale qui se mobilise, pourra mener à que les choses changent. Et qui c'est qui va mener les jeux? Et je crois que les Nations Unies et son secrétaire général, je crois qu'il y a une opportunité pour qu'il soit lui, celui qui conduise tout ce nouveau débat, cette nouvelle réflexion, cette nouvelle réforme pour le monde de demain. Oui. Croyez-vous, vous, aujourd'hui, à ce qu'on appelle la déglobalisation, c'est qu'on voit des signes aujourd'hui de découplage et le retour du souverainisme, c'est-à-dire le pouvoir des États à l'intérieur de leurs frontières. Est-ce que vous croyez aujourd'hui que le monde va fonctionner sur un nouveau modèle? Il y aura notre nouveau modèle, mais la globalisation, elle existe, elle ne va pas disparaître. Le virus est global. Bon, on ne va pas faire des virus nationaux. Les défis de faim et de changement climatique sont des défis globaux. Les défis de la lutte contre le terrorisme, c'est un défi global. C'est-à-dire que il y aura une autre façon de s'approcher à ce qu'on normalement on appelait la globalisation. Ce qui a été, disons, mal conçu, ou mal fait, ou mal perçu, ou qui a eu de conséquences négatives, c'est une globalisation économique et financière mal gérée, où le centre de l'équation, c'est-à-dire l'être humain, les citoyens, n'avait pas été pris en compte. Là, maintenant, les gens vont réfléchir. Ça, ce n'est pas contradictoire d'avoir des réserves stratégiques nationales ou régionales pour faire face à la crise et dire qu'on n'aura plus de globalisation. Non, la globalisation va rester, mais va rester d'une façon plus humaine, je le souhaite, et plus à l'attente de ce que sont les véritables enjeux de cette nouvelle situation dans le monde. Et à partir de là, chacun prendra ses propres responsabilités. Dans cette complexité, on ne peut pas nier. Normalement, on dit globalisation, nationalisme. Non, ça va être une chose plus sophistiquée. Il y aura des enjeux globaux, des enjeux régionaux. Là, le rôle des entités régionales comme l'Union européenne, ou l'Union africaine, ou l'ASEAN vont prendre ses responsabilités, des responsabilités nationales et des responsabilités locales. On nous dit toujours les municipalités que de plus en plus prennent de responsabilités pour gérer le quotidien. Pour tout cela, il faut l'arbitrer, il faut l'organiser, il faut le vertébrer. Et c'est un exercice qui demande plus de travail, plus d'engagement, et c'est la seule réponse. Quelle est la place qu'occupe l'Afrique dans votre action aujourd'hui? La crise, en fait, ce continent qui est immense, dont on dit c'est la nouvelle frontière. Il y a des conflits, des crises, et l'Afrique est vraiment tiraillée de l'intérieur. Est-ce que votre démarche ou votre institution pourrait être utile sur le continent africain? Évidemment, quand je suis arrivé à la prise de fonction, ça fait 1 an et quelques mois, je constatais que même si le discours, la narrative de l'Alliance était globale, s'adressait à tout le monde, et qu'il y avait des pays africains qui faisaient partie de l'Alliance, du groupe des amis de l'Alliance, il manquait un regard, une attention, une action concrète
vis-à-vis du continent. C'est pour cela que depuis le premier jour, dans mon discours de prise de possession de fonction de mes responsabilités, j'ai annoncé que l'Afrique aura un endroit et une attention particulière dans le plan d'action de l'Alliance des civilisations. Alors, il y a eu, dans le travail de l'Alliance, il y a un travail de prévention, c'est l'éducation, c'est la jeunesse, c'est les médias de communication, c'est l'immigration, c'est les femmes. Et il y a un travail nouveau que j'ai apporté, c'est la médiation diplomatique dans des conflits où la crise religieuse ou la crise culturelle a une composante importante. Et je constatais avec inquiétude que quand on s'adresse à tous les conflits, surtout dans le Sahel, aujourd'hui qui touchent l'Afrique, le continent africain, il y a beaucoup d'éléments religieux, beaucoup d'éléments intraculturels entre différentes communautés et qu'on n'approchait pas ces conflits dans cette dimension. C'est pour cela que j'ai décidé de créer une task force, un groupe de travail pour former des médiateurs qui puissent apporter leurs connaissances et faciliter la solution de conflits. J'ai commencé déjà à travailler sur la République de Centrafrique. J'étais en contact avec les autorités de Burkina Faso. Ça, c'était pour protéger les lieux de culte qui ont été malheureusement violés et attaqués avec beaucoup de personnes assassinées à cause d'aller exercer ce droit fondamental que c'est d'exprimer sa foi, sa religion. Et je pense, j'ai créé avec Mujeres por África, une fondation espagnole, l'Alliance de femmes pour la paix, où la femme africaine aura un rôle essentiel pour contribuer à être préventif avant le conflit éclate, pendant le conflit, trouver les moyens de trouver des solutions, et une fois le conflit passé, consolider la façon de vivre ensemble et la réconciliation. C'est-à-dire que pour moi, l'Afrique est maintenant absolument une priorité. D'ailleurs, c'était le voyage qui était programmé. Le 24 avril, j'aurais dû être à Addis Abeba pour présenter mon plan devant l'Union africaine. Après, je devais voyager au Soudan et après en République centrafricaine. C'est-à-dire que j'avais déjà un voyage prévu et qui malheureusement a été ajourné étant donné la crise du coronavirus. Nous vivons aujourd'hui une véritable crise de leadership mondial et même véritablement une espèce de crise du multilatéralisme. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous inquiète le plus pour terminer cet entretien? Vous savez, on nous dit, est-ce que vous êtes multilatéraliste ou non? Est-ce que le multilatéralisme a un sens dans ce début du siècle ou non? Et ma réponse est claire et nette. Je dis oui, avec un grand oui, avec force, avec clarté, mais en même temps, j'ajoute, mais pas n'importe quel multilatéralisme. On veut un multilatéralisme qui soit efficace, qui produise des résultats, qui donne des réponses aux différents défis. Et pour cela, on doit le reformer. On ne peut plus continuer avec le multilatéralisme de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a quelques jours, dimanche dernier, le 8 mai, on fêtait le 75e anniversaire de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. On est cette année au 75e anniversaire de la création des Nations Unies. Bon, il faut, je crois, revoir de la façon la plus honnête et la plus engagée comment on met à jour les instruments multilatéraux qu'on a. On ne peut pas critiquer l'Organisation mondiale de la santé parce qu'elle n'a pas été, quand on n'a pas de moyens indépendants, quand il faut trouver toujours des façons de gérer la crise, on
on n'a pas toutes les ressources, on n'a pas la capacité indépendante, on dépend des États membres. Il faut toute une réflexion. Regardez le Conseil de sécurité qui est bloqué, malheureusement, même avec cette crise mondiale comme c'est la pandémie, et qui n'a pas su se mettre d'accord pour une résolution du Conseil de sécurité après presque 3 mois de crise. Et tout cela, il faut le revoir. Et je crois qu'il faut le revoir avec honnêteté et surtout avec volonté de partager ces grands enjeux que c'est l'humanité qui doit vivre en paix, en stabilité, respectant les uns et les autres. Miguel Ángel Moratinos, je rappelle que vous êtes le haut représentant de l'Alliance des civilisations. Vous étiez ancien ministre en Espagne, le ministre des Affaires étrangères espagnol, et vous étiez au cœur de la politique africaine de l'Espagne et la politique arabe de l'Espagne. Je vous remercie d'avoir été avec nous dans cet entretien. Merci beaucoup, Hussein, et merci et félicitations pour le travail que African Business fait chaque semaine, chaque mois pour maintenir la voix et l'engagement de l'Afrique dans ce nouveau contexte mondial. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.